Sous vos applaudissements. Voilà, Pascal Demurger, donc la Maïf. Alors, on ne va pas parler tout de suite de l'entreprise Maïf. Vous venez de publier un ouvrage, c'est très récent, ça date du mois de juin. L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Donc, première question, on va déjà aborder cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de prendre la plume? C'est pas évident d'écrire un ouvrage. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie? Bonsoir à tous déjà. Alors non, c'est pas évident d'écrire un ouvrage et j'ai longtemps hésité, à vrai dire. J'avais même commencé il y a quelques années, puis finalement provisoirement renoncé. À la fois parce que j'étais convaincu que ça n'intéresserait absolument personne, et par ailleurs convaincu que je n'avais aucune légitimité pour l'écrire. Et puis voilà, j'ai un peu mûri, un peu évolué, et j'ai fini par l'écrire. Je l'ai écrit principalement pour apporter deux témoignages, au fond. D'abord, le témoignage d'une conviction profonde, de plus en plus profonde, qui est que l'entreprise demain n'aura pas d'alternative, en réalité, au fait de s'engager et d'essayer de contribuer à un mieux commun, au bien commun, et à avoir un impact positif. Parce que l'attente sociale est aujourd'hui tellement forte et elle est en train de se développer extraordinairement puissamment, que ce soit l'attente sociale des collaborateurs actuels ou des collaborateurs futurs de l'entreprise, que ce soit l'attente des clients à l'égard de l'entreprise, et on voit bien qu'il y a un mouvement qui est en train de se dessiner, et d'une certaine manière, vous en êtes les témoins et les représentants avancés ici, de la part des épargnants. Je pense que les entreprises auront aussi besoin de modifier leurs pratiques si elles veulent continuer à obtenir des financements. Donc, premier témoignage, celui de cette conviction. L'attente sociale est en train de monter et je crois que l'entreprise sera contrainte demain, même si elle ne le désire pas profondément, de s'engager. Et puis, surtout, et ça c'était le plus important, je voulais témoigner d'une expérience. Moi, ça fait 10 ans que je dirige la Maïf. Et cette expérience, au fond, eh bien, c'est celle que l'on est en train de réaliser, et qui est de démontrer que l'engagement peut ne pas être simplement une contrainte supplémentaire, peut ne pas être simplement une source de coûts supplémentaires, mais peut au contraire être une source de performance. On peut construire un business model, on peut construire une stratégie d'entreprise qui repose sur l'engagement. Et ça, c'est un point complètement clé. Si on ne démontre pas que l'engagement de l'entreprise, que sa contribution au bien commun est une source de performance à court terme et une source de pérennité sur le long terme, alors jamais on n'obtiendra la généralisation de l'engagement des entreprises. Tant qu'on n'ira pas chercher l'intérêt des entreprises, l'intérêt des dirigeants, on n'arrivera pas à généraliser, et je crois qu'on peut démontrer ça. En tout cas, on est en train de le faire, me semble-t-il, à la Maïf. Alors parlez-nous justement un peu de cette expérience à la Maïf. Pourquoi est-ce que la Maïf était une entreprise prédestinée à devenir une entreprise à mission? Le chemin est quand même compliqué. Pourquoi vous avez voulu, dans cette entreprise, vous engager dans cette voie? Alors, devenir entreprise à mission, effectivement, la Maïf a une certaine tradition d'engagement, même si les choses ont évolué très fortement ces dernières années, et si on cherche encore à progresser considérablement. Pourquoi être devenu entreprise à mission? Pour deux raisons. D'abord, devenir symboliquement entreprise à mission, c'est quand même un pas qui est relativement marquant. On change les statuts, on prend des engagements qui sont extrêmement précis, voire même contraignants, puisqu'on accepte de se faire regarder, auditer par un organisme extérieur, un organisme tiers indépendant, comme on les appelle. Donc il y a quand même un engagement qui est relativement fort. Le faire, déjà, c'est dire, et y compris dire en interne, dire au corps social, on va y aller encore plus fort. Cet engagement qu'on a mis au cœur de notre activité, on va le systématiser encore plus fortement dans chacun de nos métiers, dans chacune de nos activités. Et c'est cette systématisation qui fera qu'à la fois, on aura effectivement un impact positif, et on aura en plus, et c'est vraiment le pari stratégique que l'on fait, on aura en plus, une performance de l'entreprise qui sera accrue. Et puis, devenir entreprise à mission, c'est afficher cette ambition devant le vaste monde, finalement. C'est, du coup, s'obliger. C'est évidemment prendre un engagement
qui a presque quelque chose d'irréversible. Hein. On brûle un petit peu nos vaisseaux. Si on s'engage comme ça, c'est évidemment difficile quelques années plus tard de dire non, on va arrêter, on revient en arrière. Moi, à partir du moment où j'ai la conviction que c'est à la fois bon pour le monde, recherche d'impact, et bon pour l'entreprise, où on trouve de la performance, il me semble que ce sont les bonnes rails pour l'entreprise et il n'y a pas de raison de ne pas les poser. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de transformation dans votre entreprise et en quoi ça améliore l'activité économique de votre entreprise ? Alors, il y aurait des tonnes d'exemples à donner. Je crois que ce qui est important, c'est au fond deux choses. C'est d'abord de considérer que l'engagement de l'entreprise, il ne doit plus seulement être à côté de son activité. La grande majorité des entreprises aujourd'hui ont des programmes de RSE, font des choses, souvent très sympas d'ailleurs, mais le font à côté. On conduit son activité, on la conduit de manière classique, traditionnelle, en se préoccupant éventuellement relativement peu de l'impact que l'on génère. Et puis à côté, on consacre une partie des bénéfices à du mécénat, à financer une fondation, à aider une ONG ou que sais-je. Mais ça reste complètement marginal. Et l'impact est complètement marginal. Le cœur du sujet, c'est vraiment de le faire dans l'activité. Et puis la deuxième règle impérative, c'est la question de l'alignement, d'aligner au fond les intérêts de l'entreprise sur les intérêts de ses parties prenantes. Ça marche avec le management. À partir du moment où vous changez de manière radicale, profonde, et c'est pas Frédéric qui me dira le contraire, à partir du moment où on change de manière radicale le style managérial de l'entreprise, la culture de l'entreprise, les comportements dans l'entreprise, qu'on ne fonctionne plus sur une entreprise pyramidale, sur un management autoritaire, mais au contraire sur une forme de leadership, sur une envie, sur une confiance, on change complètement le mode de fonctionnement des collaborateurs, et y compris le niveau de leur engagement, et ça bénéficie aussi à l'entreprise. Non seulement ils sont plus épanouis dans leur métier, mais en plus, ils sont plus engagés. Si vous changez fondamentalement la relation client, que vous délivrez un conseil de qualité et un conseil d'une certaine manière désintéressé, plutôt que de chercher à faire une vente forcée. Chez nous, par exemple, aucun de nos conseillers n'est financièrement intéressé aux ventes qu'ils réalisent. Aucun bonus, aucune commission, aucune rémunération supplémentaire en fonction des ventes réalisées. C'est un cas unique dans nos secteurs. Ça change tout. Ça veut dire que le niveau de satisfaction et de service rendu aux clients, il va être incomparable. Si au moment du sinistre, on est assureur, vous cherchez à accompagner le plus possible l'assuré qui a été accidenté ou qui a eu un sinistre quel qu'il soit, plutôt que d'être relativement réticent sur l'indemnisation. Là aussi, vous augmentez le niveau de satisfaction de manière incroyable. Ça coûte beaucoup d'argent. Vous faites moins de ventes, vous consacrez plus d'argent à l'indemnisation des sinistres, vous y consacrez plus de temps, mais ça rapporte énormément. Pourquoi ? Parce qu'on a un taux de fidélité de nos assurés qui est unique sur le marché. Et quand on connaît le coût d'acquisition d'un nouveau client, ça ne sert à rien de perdre 500 000 clients par an et d'être obligé d'aller chercher, conquérir 500 000 nouveaux clients pour avoir un développement nul à la fin de l'année. C'est complètement stupide comme modèle économique. À partir du moment où vous intégrez ça et que vous acceptez d'investir dans la qualité du service, on voit bien que c'est complètement bénéfique pour le client et c'est totalement bénéfique pour l'entreprise. L'impact sur l'environnement. On cherche évidemment par nos actions à avoir l'impact le plus fort possible sur l'environnement, quel que soit d'ailleurs aussi bien sur le social que sur l'environnemental au sens écologique du terme. Là aussi, dans le cœur de l'activité, on est assureur notamment automobile, mais aussi habitation, on promeut à chaque fois qu'il y a un sinistre plutôt la réparation que le remplacement. Et s'il faut remplacer, plutôt le remplacement par des pièces d'occasion que par des pièces neuves. Ça permet d'avoir un impact. On est gestionnaire d'actifs financiers, on draine de l'épargne, on fait de l'assurance vie, nos sociétaires nous confient leur épargne. La manière dont vous allez gérer ces actifs financiers a un impact considérable sur l'environnement. Lorsque l'on revend les actions de Bayer le jour où ils rachètent Monsanto parce qu'on ne veut pas être les actionnaires du glyphosate, on a un impact sur l'environnement. Le jour où, plus récemment, on crée un fonds dédié à la transition agricole et à la transition énergétique pour aider ceux des agriculteurs qui veulent passer au bio. C'est super compliqué de passer au bio. Les sols sont tellement imprégnés, j'allais dire, pardon pour le terme, de saloperie, que si vous arrêtez de les traiter, pendant des années,
ils ne produisent plus rien, ils ne sont plus fertiles. Et donc ça veut dire qu'il faut aider les agriculteurs de manière importante s'ils veulent passer au bio, parce que pendant des années, ils n'ont plus de revenus. Voilà, les actifs qui sont confiés à la Maïf servent aussi à ça. Vous parliez de management, je crois que vous avez un mode de management un peu particulier. Vous parlez de management par la confiance. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment ça se traduit? Pour moi, changer le style managérial, pour moi, rechercher l'épanouissement du collaborateur dans son activité. Et quand on y réfléchit, quand on se pose juste 2 minutes la question, quand on est dirigeant d'entreprise ou quand on est simplement manager dans une entreprise, qu'on a une équipe de personnes qui bossent avec soi, on a un impact en réalité sur tout simplement l'épanouissement ou le bien-être des gens qui bossent avec nous, qui est en réalité gigantesque. Et pas seulement leur bien-être et leur épanouissement professionnel, mais même personnel, parce qu'il n'y a pas de frontière entre les deux mondes. Si juste un instant, on prend conscience de la responsabilité que l'on a sur tout simplement la vie de ces gens-là, on ne peut plus manager comme avant. C'est juste pas possible. Pour moi, il y a 3 ingrédients fondamentaux pour essayer de créer ce bien-être dans le travail, pour essayer de créer cet épanouissement et aussi pour avoir une efficacité collective beaucoup plus forte. Ces 3 ingrédients, c'est d'abord le sens. Le sens, c'est fondamental. Aujourd'hui, les gens n'acceptent plus, et heureusement, de travailler simplement contre un salaire. On veut travailler avec du sens, on veut contribuer à quelque chose, à une chose à laquelle on adhère de préférence, à une chose que l'on comprend, et on veut comprendre quelle est la nature de la contribution, de sa contribution personnelle à ce sens, à cette mission beaucoup plus large. Premier sujet, le sens, et il faut être capable de décliner à la fois le sens au sens de l'impact de l'entreprise sur son environnement, comment ça se décline dans sa stratégie, et tirer jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'à, personnellement, toi téléconseiller, toi gestionnaire de sinistre, toi contrôleur de gestion, voilà ta contribution personnelle à cet ensemble. Le sens. Deuxième ingrédient, la confiance. Les gens ne peuvent pas travailler et ne peuvent pas s'épanouir dans leur travail s'ils ne ressentent pas profondément qu'on leur fait confiance. Ça veut dire quoi la confiance? Ça veut dire laisser des marges de manœuvre, ça veut dire responsabiliser les gens, ça veut dire faire en sorte qu'ils ne soient pas simplement en train d'exécuter des process, mais bien de chercher des solutions à des problèmes, et on leur fait confiance pour trouver la meilleure solution. Et ça change tout dans la manière dont on s'épanouit dans son travail. Si on me fait confiance, qu'on me laisse un peu les coups des franches pour résoudre des problèmes, on imagine bien qu'on n'a pas du tout le même rapport au travail, et que d'ailleurs on va mobiliser infiniment plus de compétences et de capacités au plus profond de soi que si on est simplement chargé d'exécuter des process. Et puis, je crois que tout ça, ça doit être environné de relations fondamentalement fondées sur la bienveillance, fondamentalement privilégiant le collectif sur la compétition individuelle, parce que la relation quotidienne, permanente, avec sa hiérarchie, mais aussi avec ses collègues, est un élément complètement essentiel. Et d'ailleurs, de manière symétrique, là aussi, c'est extrêmement bénéfique pour l'entreprise. Il y a une symétrie très forte entre ce qui se passe en interne, la culture interne, et la relation avec le client. Vous n'aurez pas de bons conseillers, de bons téléconseillers qui n'auront pas une bonne relation client si en interne, ils ne vivent pas une expérience positive et dans laquelle ils se reconnaissent complètement. Vous parliez de la question de la rémunération. Je lisais une étude la semaine dernière sur les attentes des millennials, nos étudiants qui sortent des bancs de l'université. Sur 10 critères de choix pour aller travailler dans une entreprise, ils placent la rémunération maintenant au numéro 7. Vous voyez un petit peu, effectivement, les attentes ne sont plus du tout les mêmes. Pour revenir à votre démarche d'entreprise à mission, on est nombreux dans cette salle peut-être à vouloir s'engager sur cette voie-là. Est-ce que vous avez eu des difficultés à rentrer dans cette démarche que vous pourriez nous partager ce soir? Alors oui, des difficultés, il y en a. Des difficultés, il y en a d'abord parce que c'est quand même quelque chose de suffisamment nouveau pour que, au fond, les esprits soient pas très habitués, soient un peu goguenards, soient un peu, incrédules au fond.
face à la capacité de transformer effectivement une entreprise dans ce sens-là, ou à la piloter dans ce sens-là. Pour moi, il y a vraiment deux manières, je crois, de dépasser ces difficultés. D'abord, il me semble, je suis évidemment très favorable et on pratique beaucoup une forme d'horizontalité ou de co-construction dans mon entreprise. Donc je crois beaucoup que l'entreprise moderne, c'est une entreprise horizontale. Je crois aussi que l'entreprise moderne est une entreprise verticale. Pas une entreprise pyramidale, mais je crois que l'entreprise a besoin d'une forme de verticalité. Et je crois que ces sujets d'engagement, de mission, de recherche d'impact, je pense que ces sujets doivent être incarnés au plus haut niveau de l'entreprise. Doivent être incarnés pour tout simplement que le corps social de l'entreprise comprenne très vite que c'est une volonté qui est irréductible, j'allais dire, et qu'on ira jusqu'au bout. Et ça change tout. Si jamais il y a un doute, si jamais il y a le plus léger doute sur la profondeur de la motivation et la réalité de l'intention, alors les freins se mettent en place. S'il n'y a pas de doute, on entraîne le corps social. Et puis, il faut installer dans le pilotage de l'entreprise, et ça c'est évidemment long, difficile, mais complètement accessible, il faut installer une cohérence jusqu'au bout. C'est-à-dire que chaque indicateur de pilotage doit être cohérent avec la mission que l'on se fixe. Chez nous, on a complètement modifié les indicateurs de pilotage. Au lieu d'avoir des indicateurs, un petit peu, c'est ce que disait tout à l'heure un petit peu Denis Machuel, au lieu d'avoir des indicateurs simplement sur mesurant la performance de l'entreprise, que ce soit en termes de développement, que ce soit en termes financiers, peu importe, on a d'abord, et il pèse plus d'ailleurs, des indicateurs sur le bien-être et l'épanouissement des collaborateurs, sur le niveau de satisfaction de nos clients, de nos sociétaires, sur le niveau d'impact de l'entreprise dans son environnement, et seulement après, des indicateurs sur la performance de l'entreprise. Et par exemple, quand on signe un accord d'intéressement, ou pour tout acte de pilotage de l'entreprise, dans l'accord d'intéressement, les 4 familles d'indicateurs jouent. Et le plus important d'ailleurs, il y a une surpondération pour relations clients et épanouissement des collaborateurs, et une sous-pondération pour performance de l'entreprise. Et ça imprègne évidemment des pratiques dans l'entreprise qui sont radicalement différentes. Vous l'avez un peu évoqué, on l'a beaucoup évoqué avec nos précédents témoins, pour se lancer dans l'entreprise for good, c'est très lié à la personnalité du dirigeant, de la tête de l'entreprise. Pour vous, quelles seraient vraiment les 3 qualités humaines du dirigeant pour se lancer dans cette voie? Question qui est pas très facile. La première, pour moi, c'est le socle mais en vérité, c'est le socle de tout dans la vie. Mais la première qualité qui est complètement indispensable, c'est la sincérité. Si on ne le fait pas avec sincérité, il ne faut pas le faire. Si on ne le fait pas avec sincérité, on le fera. On le fera en essayant d'optimiser le ratio coût de l'engagement sur rapport en termes d'image et de communication. Et on fera des trucs pourris, on fera des trucs à moitié. Et on fera des trucs qui ne marchent pas, qui, in fine, sur le long terme, ne marchent pas. S'il n'y a pas une vraie sincérité, je crois que on ne peut pas le construire. Je dirais 2 choses sur les qualités un peu plus personnelles, 2 autres choses. D'abord, il faut se sentir profondément appartenir au corps social que constitue l'entreprise. Pour moi, l'entreprise, c'est avant tout une communauté humaine. Et je crois complètement indispensable, et ça, personne n'est dupe, les gens le sentent très très bien, il faut profondément, là aussi avec sincérité, se sentir appartenir à ce corps social et sentir que le destin de ce corps social et son destin propre, en réalité, ne font qu'un. Ça veut dire sûrement se projeter à long terme dans l'entreprise, et puis tout simplement aimer son entreprise, aimer les gens qui y travaillent, le leur montrer, le leur faire sentir. Je crois que c'est complètement indispensable. On ne peut pas exercer une forme quelconque de leadership si tout simplement on ne se sent pas
en empathie avec les gens sur lesquels on veut exercer ce leadership. Et puis je dirais que la troisième chose, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre son ego un petit peu de côté. Moi, je pense que l'ego des dirigeants est généralement le risque stratégique le plus important pour une entreprise. Merci, mais ça, c'est pas très bon pour mon ego. Et je crois qu'il y a un moment où effectivement, on ne peut pas avancer, là non plus avec sincérité et se sentant complètement membre de ce corps social, si on n'accepte pas de mettre son ego. On ne peut pas avoir un management un peu délégataire si on ne met pas de côté son ego. Je pense que c'est un point majeur aussi. Alors, si on met l'ego de côté de Pascal Demurgy, est-ce que, un peu plus personnellement, il y a quelque chose dans votre vie qui a été la bascule et qui vous a fait vous lancer effectivement dans cette aventure? Alors, je vous disais tout à l'heure que ça fait 10 ans que je dirige la Maïf. J'ai commencé à diriger la Maïf de manière hyper tradie. Mais vraiment complètement traditionnel, en m'intéressant aux KPI habituels, en cherchant à faire des gains de productivité. Quelques mois après mon arrivée, j'ai dénoncé les accords sociaux. Enfin bref, j'ai pas toujours fait dans la dentelle. Bah ouais, mea culpa, hein. Bon, en même temps, j'avais des circonstances atténuantes. Avant, je bossais à Bercy au ministère des Finances, donc forcément... Forcément, ça n'aide pas dans la vie. J'étais pas économiste, mais presque. Et puis, effectivement, j'ai compris, je crois, un certain nombre de choses, changé, en tout cas, c'est sûr. Évidemment, pas comme ça. Hein, c'est une lente maturation qui est à la fois, d'ailleurs, un peu cerveau droit et un peu cerveau gauche. À la fois une analyse purement rationnelle, objective, presque clinique, des évolutions qui sont en train de se passer. On a beaucoup travaillé au début des années 2010 avec mon équipe sur les impacts de la révolution digitale. Et les impacts de la révolution digitale, évidemment, au sens technique du terme. Qu'est-ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle? Quelle start-up va nous disrupter? C'est quoi les impacts du big data sur notre cœur d'activité, etc., etc. Mais aussi les impacts du digital sur les changements de comportement, les impacts sociologiques, au fond, culturels du digital. Et on voit bien que cette économie de plateforme, l'économie collaborative, etc., ça crée une horizontalité, une habitude, les réseaux sociaux, ça crée une habitude d'horizontalité dans la société que forcément on allait retrouver dans l'entreprise. Donc il y a eu ce côté purement analytique, et puis il y a eu, et surtout, un côté beaucoup plus personnel, à la fois de lecture, y compris de Frédéric d'ailleurs, son livre m'a beaucoup inspiré à l'époque, et puis de cheminement plus personnel. Moi j'ai 3 enfants. L'indifférence profonde qui était la leur, quand je leur parlais de l'entreprise dans des termes classiques, ouais, juste ça marche pas. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont absolument rien à faire. C'est pas leur sujet, et ils ont raison. Et forcément, ça conduit à réfléchir. Et ça conduit à se dire que, au fond, le monde que je suis en train de chercher à construire, à bâtir, c'est pas leur monde. Ils se retrouvent pas là-dedans. Et donc, c'est quoi le monde qu'ils ont envie, dans lequel ils ont envie de vivre? Et c'est quoi la contribution, moi, que je peux avoir à la réalisation et la construction de ce monde? Et c'est bien ça l'enjeu qui est le nôtre, et c'est bien ce à quoi, heureusement, nous poussent nos enfants. Sans eux, je pense que je n'aurais pas changé, c'est clair. Il faut les remercier. Applaudissez-les. Merci à eux. Et peut-être, merci pour eux. Peut-être pour terminer, puisqu'on arrive à la fin, on a fait le petit exercice tout à l'heure, donc je vous le renvoie. Quelle est votre raison d'être à vous, personnellement? Elle ne va pas être très originale, et en même temps, elle est récente oui.
à l'échelle de mon âge relativement récente. Chez moi, c'est vraiment, enfin, si j'avais une raison d'être aujourd'hui, c'est vraiment celle de contribuer à construire peut-être, oui, l'entreprise positive ou l'entreprise politique, ou je ne sais pas comment l'entreprise a impact, peu importe comment on la définit. Et j'essaye de le faire à la fois par ce livre, pour essayer de diffuser, et puis évidemment de le faire concrètement dans mon entreprise. Donc ce serait, oui, ça aujourd'hui ma raison d'être, clairement. Et vos enfants vous remercieront. Merci beaucoup Pascal Demurger. Merci à vous.